Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va réaliser une étude de cas complète sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc pour cela, vous avez 8 indicateurs à calculer, d'accord? Donc parmi les indicateurs, vous avez la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et ainsi de suite. Le compte de résultat qu'on vous propose, donc vous avez l'année N et N-1. Nous, on va porter tous nos calculs sur l'année N. D'accord? Donc, on va commencer par le premier indicateur. Juste à titre de rappel pour l'examen, on pose les formules avant de procéder au calcul. Encore une fois, n'oubliez pas, vous avez des points dans le cas où vos résultats sont faux, vous avez des points pour les formules. Donc ici, donc la formule, on la rappelle, chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire ou consommation en provenance des tiers, consommation externe, c'est pareil. Donc ici, quand on reprend notre compte de résultat, on a du coup le total ici des produits d'exploitation et on a le chiffre d'affaires net. Petite subtilité, vous devez prendre en compte le chiffre d'affaires net. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, le total des produits d'exploitation, ça prend en compte les reprises sur amortissement et les autres produits. Alors qu'on avait dit que le chiffre d'affaires, c'était du coup la richesse réellement créée par l'entreprise sans prendre en compte ici les produits calculés, hein, puisque les reprises, c'est des produits calculés. Donc on prend toujours la première ligne. Donc ici, on va prendre en chiffre d'affaires, donc 2 millions, ici 29 000, d'accord? Et on va du coup déduire les consommations intermédiaires. Donc pour rappel, les consommations intermédiaires, on avait dit que c'était les achats de marchandises, de matières premières, les variations de stock et les achats externes. Ici, toutes les lignes sont vides pour les achats de marchandises et les variations de stock, donc vous n'avez rien à renseigner. Vous avez uniquement ici les achats externes à prendre en compte à hauteur de 864 484. D'accord? Donc ici, vous allez déduire vos consommations intermédiaires à hauteur de 864 484. OK? Donc ici, pour ce cas pratique, vous n'avez pas d'achat de sous-traitance. Mais bien évidemment, pour avoir le chiffre d'affaires net, si on avait eu les achats de sous-traitance, on les déduit également. D'accord? On déduit les achats de sous-traitance du chiffre d'affaires. Donc là, pour ce cas précis, on a une valeur ajoutée à hauteur de 1 165 341. D'accord? Donc, n'hésitez pas à noter en commentaire si vous avez des questions ou si c'est clair. Mais en tout cas, pour la première formule, on retrouve une valeur ajoutée à hauteur de 1 165 341. Vous pouvez également calculer le taux de valeur ajoutée pour voir en termes de pourcentage, votre valeur ajoutée représente combien de pourcents par rapport au chiffre d'affaires. Donc, je vous rappelle le taux, vous prenez du coup votre indicateur. Donc là, vous allez prendre 1 165 341 et vous allez diviser du coup par votre chiffre d'affaires ici net à 2 29 825. Et n'oubliez pas de multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage, d'accord? Donc ici, vous allez trouver normalement, hein, si vous avez votre calculette, 57,41. Donc ici, c'est excellent, c'est-à-dire que votre valeur ajoutée représente près de 60% du chiffre d'affaires. Donc c'est un taux très, très, on va dire, satisfaisant. Ensuite, donc là, on a calculé la formule du chiffre d'affaires. Donc, s'il n'y a pas de question sur la valeur ajoutée, plutôt, on peut passer à l'excédent brut d'exploitation. Alors, je vous laisse noter en commentaire. Si c'est validé, vous mettez oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, le BE, concrètement, on va faire un petit rappel, la formule, d'accord? Donc, on avait dit la formule, on reprend la valeur ajoutée, ok? On a dit qu'on ajoutait les subventions.
On n'oublie pas également de déduire ici les impôts et taxes, d'accord? Impôts et taxes. Et on déduit également les charges de personnel. Donc, je tiens à préciser que les charges de personnel, c'est les salaires et les charges sociales, d'accord? Donc, vous devez prendre en compte les 2. Vous n'oubliez pas les charges sociales, d'accord? Donc, en l'occurrence, dans le compte de résultat, ici, on avait 2 lignes. On avait une ligne pour les salaires et une ligne pour les charges sociales. Donc, on doit prendre en compte les 2 dans le calcul. Donc ici, si on reprend notre formule, donc la valeur ajoutée, on l'a déjà calculée, elle est à 1 million. Ici, on va la surligner en bleu. 1 165 341. On va ajouter les subventions. Donc ici, les subventions, il n'y en a pas. D'accord? Les subventions sont à 0. Ensuite, on nous dit de déduire les impôts et taxes. Les impôts et taxes, ici, sont à 9 995. Parfait, donc on va les déduire. Et les charges de personnel, donc on vient de les voir, c'est 313 820 et 119 512. On va tout simplement appliquer la formule. Donc on va écrire calcul. Donc quand vous mettez la formule juste en dessous, vous notez le calcul. Donc calcul de l'EBE. Et là, donc on reprend ici notre valeur ajoutée. Donc 1 165 341. D'accord? Ensuite, on déduit du coup nos impôts et taxes. On déduit les salaires, d'accord? 313 820. Et on déduit également les charges sociales, 119 512. Au final, on trouve un EBE à hauteur de 722 014. Alors, n'hésitez pas à noter en commentaire si vous avez trouvé du coup la même chose. Donc ici, le BE, il est également très satisfaisant, parce que quand on calcule ici le taux, donc on peut mettre taux de l'EBE. OK. On va appliquer exactement la même formule, donc 722 014, et on va diviser par le chiffre d'affaires à hauteur de 2 029 825 fois 100. Et normalement, à peu près, hein, bien évidemment, on trouve 35,57. Donc, c'est également excellent. C'est-à-dire que le BE, il est à plus de 35%, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, si c'est OK pour le calcul de l'EBE, on va passer à la formule du résultat d'exploitation. Donc, comme d'habitude, petit rappel de formule. Donc ici, le résultat d'exploitation. Donc on note formule égale. Donc ici, on avait dit qu'on reprenait le BE. D'accord? On reprend le BE. Ensuite, on ajoute nos reprises sur amortissement. D'accord? On ajoute nos autres produits plus autres produits. Et on a dit qu'on déduisait, du coup, les dotations aux amortissements et les autres charges. OK? Dotation aux amortissements moins autres charges. Donc ici, concrètement, on va reprendre les données chiffrées du tableau. Donc les reprises, on a combien? Ici, on a des reprises à hauteur de 7 826. D'accord? Les autres produits, on a 128. Les dotations aux amortissements, ici, on a, regardez bien, c'est écrit dotations aux amortissements, on a 41 256. Et ensuite, les autres charges, on a 469. Donc, on va reprendre les données telles qu'on nous les donne sur le compte de résultat. Donc ici, vous allez bien détailler le calcul. Donc, vous mettez calcul de l'EBE. Et vous notez, donc EBE, on l'a calculé juste avant, donc c'était 722 014. Ensuite, on ajoute nos reprises à hauteur de 7 826. On ajoute nos autres produits à hauteur de 128. On déduit nos dotations aux amortissements à hauteur de 41 256. Et on déduit nos autres charges. Et au final, on obtient un résultat d'exploitation à hauteur de 688 243. Je vous laisse du coup
vérifiez avec votre calculatrice si vous trouvez exactement le même montant et validez en commentaire. Du coup, oui, bien évidemment, c'est le calcul du résultat d'exploitation, hein. D'accord? Donc ici, très bien, on trouve 688 243. Donc pareil, ici, on peut calculer le taux, d'accord? Donc on peut mettre le taux du résultat d'exploitation. Donc ici, normalement, vous trouvez 33,9%. Donc c'est exactement pareil, hein. Vous reprenez ici le résultat, vous le divisez par le chiffre d'affaires fois 100. Et on obtient un taux à 33,9%. Est-ce que c'est clair pour le calcul du résultat d'exploitation? Donc si c'est clair pour le calcul du résultat d'exploitation, on va calculer le résultat financier. Donc ici, le résultat financier, c'est très simple. Bon, parce que vous allez tout simplement faire la différence entre les produits financiers et les charges financières. Donc la formule, elle est très simple. Il suffit tout simplement de reprendre les totaux qu'on vous affiche du coup sur le compte de résultat. Donc produits financiers moins charges ici financières, d'accord? Et ensuite, vous allez procéder au calcul, d'accord, qu'on vous donne. Donc ici, en produits financiers, on a combien concrètement? On vous dit que vous avez des produits à hauteur de 4, d'accord? Et vous avez des charges financières à hauteur de 2682. Donc au final, vous allez faire produit financier, donc 4 moins 2682, et vous obtenez ici un résultat financier négatif. D'ailleurs, on vous le donne directement. Donc il suffit tout simplement de bien lire. Donc là, produit financier, vous allez noter 4 moins charges financières 2682. Et au final, vous allez obtenir un résultat financier négatif à hauteur de 2678. Donc, est-ce que vous pouvez valider en commentaire si vous retrouvez la même chose pour le résultat financier? Parfait. Donc maintenant, on va passer au résultat courant avant impôt. Rappel de formule, on avait dit que le résultat courant avant impôt, donc c'est très simple, vous reprenez l'indicateur précédent, c'est-à-dire que vous prenez votre résultat d'exploitation et vous ajoutez votre résultat financier. En fait, c'est la somme des deux indicateurs précédents, c'est-à-dire que c'est la somme du résultat financier et du résultat ici d'exploitation. Donc on va noter calcul ici du résultat, euh, du résultat courant avant impôt. OK? Donc, on va noter ici 688 565, d'accord? Moins les 2678. Et on obtient un résultat courant à hauteur de 685 565. Donc, est-ce que du coup, c'est OK pour tout le monde? Donc là, c'est 685, bien évidemment, 565. Donc là, je vous laisse vérifier avec votre calculatrice si c'est OK pour vous en termes d'analyse. Donc oui, en fait, quand vous additionnez, ça revient au même, hein, parce que là, si vous faites plus, vous allez mettre les parenthèses ici, vu que le résultat est négatif. Donc 688 565 plus entre parenthèses moins 2000, ça revient au même. C'est-à-dire plus et moins, ça fait moins. Donc ça revient à 688 565 moins 2678, on retombe bien sur 685 565. D'accord? Donc, vous, en termes d'interprétation le jour de l'examen, Excusez-moi. rappelez-vous, vous avez dit que vous devez tout simplement commenter et dire donc le résultat courant avant impôt est positif à hauteur de tel montant. Et ensuite, vous calculez ici le taux. Et donc, vous obtenez la même chose. Alors, on va vérifier par rapport à la formule si on trouve bien. Alors oui, effectivement, là, le résultat, c'était 283. D'accord? Donc, faites attention, c'est bien 200 ici, 43. D'accord? Donc, quand vous faites 688
243 moins 2678, on retombe bien du coup sur le montant. Donc je vous laisse noter en commentaire, vous retrouvez combien votre résultat en courant avant impôt, surtout qu'on vous le donne effectivement. On vous le donne ici. Il est à 685 565. On vous le donne le jour, bah, là c'est sur le compte de résultat, mais vous devez quand même le démontrer par des calculs. Et même le résultat d'exploitation, on vous le donne, hein. Regardez, il est là. Il est à 688 243. C'est-à-dire qu'en soi, on vous donne tous les résultats, mais vous devez les démontrer par des calculs. Le résultat aussi financier, on vous le donne, 2000, mais vous devez le démontrer. C'est-à-dire vous devez montrer à travers des calculs que vous maîtrisez bien la formule. D'accord? Donc, en ce qui concerne oui, effectivement, tout est donné sur le compte de résultat. Donc, on va calculer également le résultat exceptionnel. Donc, en fait, le résultat exceptionnel, rappelez-vous, c'est la différence entre vos produits exceptionnels et vos charges exceptionnelles. Oui, effectivement, l'annexe, c'est tiré d'un sujet d'examen. D'accord? Donc ici, vous allez faire 69 482 moins 60 176. D'accord? Donc vous allez rappeler ici la formule. Même si tout vous paraît évident le jour de l'examen, vous rappelez toujours les formules. D'accord? Donc produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. D'accord? Et ici, bah, dans le calcul, vous reprenez vraiment le total, d'accord, de ce qu'on vous donne sur le compte de résultat. Donc ici, en termes de total produit, vous avez euh, 69 000, d'accord, 482, moins 60 176, d'accord. Et là, vous obtenez du coup 9 306. Est-ce que vous trouvez tous un résultat exceptionnel à 9306? Donc ici, quand on reprend notre compte de résultat, on retrouve la même chose. Donc là, vous voyez bien, le résultat exceptionnel, il est à 9306. D'accord? On a juste fait la différence entre produit exceptionnel et charge exceptionnelle. Donc, on va terminer par le dernier indicateur, donc le résultat net. Donc, le résultat net, rappelez-vous la formule. La formule, elle est très simple. C'est le résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel moins euh, les participations. C'est-à-dire, dans certains comptes de résultats, vous avez la participation des salariés. D'accord? Moins l'IS. Donc, ici, quand on reprend notre plan comptable, concrètement, notre participation, il n'y en a pas. Vous voyez, la case, elle est vide. Et l'impôt sur les sociétés, c'est à 188 373. D'accord? Donc ici, vous allez reprendre votre résultat courant avant impôt à hauteur de 685. Donc ici, 685 565. Vous allez ajouter le résultat exceptionnel à hauteur de 9 306. Vous allez déduire donc l'impôt sur les sociétés à hauteur de 188 373. Et normalement, vous retombez sur le même résultat net qui figure sur le compte de résultat, c'est-à-dire 506 498. Donc ici, vous allez retrouver la même chose sur le plan ici du compte de résultat. On trouve bien 506 498. Donc, comme je vous dis, toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que là, on a décomposé en solde intermédiaire de gestion et on retombe exactement sur bah, du coup, les résultats qui sont donnés directement sur le compte. Donc là, on vous a donné directement les totaux avec les résultats, mais nous, on les a démontrés à travers des calculs, c'est-à-dire des soldes intermédiaires de gestion. Ensuite, on vous dit de calculer la CAF selon les deux méthodes. Alors, pour rappel, vous avez la méthode additive et vous avez la méthode soustractive. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une méthode où on va partir du résultat net et la deuxième méthode, on va partir de l'EBE. D'accord? Donc ici, on va commencer par la première méthode. Donc, on va calculer la CAF selon la formule du coup, selon la méthode, on va dire, formule, méthode
additive. D'accord? Donc, je vous rappelle la formule, elle est très simple. On prend le résultat net, c'est-à-dire on prend le bénéfice qu'on nous donne sur le compte de résultat, ou la perte hein, en tout cas. Ensuite, on ajoute toutes nos charges calculées. Donc, on ajoute ici nos dotations aux amortissements. On ajoute également notre VEAC qui fait référence à la VNC. On déduit tous nos produits calculés. Donc, on déduit ici les reprises sur amortissement provision. C'est la même chose, hein, c'est tout ce qui est calculé. Moins les PEAC. Donc, PEAC, ça fait référence au produit des éléments d'actifs cédés. D'accord? Et on va tout simplement reprendre nos calculs. Donc, ici, le résultat net, on a combien? On a 506 498. Donc, calcul, on va noter 506 498. D'accord? Ensuite, on va ajouter nos dotations aux amortissements. Donc, je vous les montre ici. Vous avez 41 256. Vous voyez bien ici les dotations aux amortissements. Par contre, je tiens à préciser, ici, les dotations aux amortissements financières, vous avez zéro. Et les dotations ici aux amortissements également exceptionnels, vous avez zéro. Par contre, dans le cas où il y avait eu un montant, vous les prenez en compte parce qu'on prend en compte toutes les dotations aux amortissements, que ce soit d'exploitation, financière ou exceptionnelle. Donc là, il n'y avait rien, donc il n'y avait pas le choix. Mais s'il y avait eu des montants, il faut bien les prendre en compte, d'accord? Parce que j'ai mis toutes les dotations aux amortissements. Donc ici, on avait seulement les dotations aux amortissements d'exploitation. Donc ici, vous allez mettre 41 256. Ensuite, là, on vous donne la valeur des éléments d'actifs cédés. Donc faites attention. Là, vous avez le détail tout en bas. On vous dit valeur des comptables des éléments cédés, vous avez 58 050. Et en produit comptable des éléments cédés, vous avez 55 400. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, dans le compte de résultat, ça fait référence aux opérations en capital. Donc, en fait, dans la partie exceptionnelle, quand vous voyez opération en capital, en fait, indirectement, ça fait référence au VEAC et au PEAC. D'accord? Donc, ici, on va écrire concrètement plus VEAC. Donc, ici, on a 58 050 moins nos reprises. Donc, nos reprises, elles sont à 7 826, moins les PEAC, 55 400. Donc, je vous les montre tout de suite sur le tableau. Les reprises, elles sont ici, 7 826. Et les produits des éléments d'actifs CD, ils sont ici, à 55 400. Donc, en termes d'appellation, soit on vous met donc opération en capital, soit on vous met directement PCEA, les initiales, ou soit on vous met vraiment l'intitulé exact, on vous met produit des éléments d'actifs CD ou valeur comptable des éléments d'actifs CD. En général, il n'y a que ça en termes d'appellation. Donc là, c'est la première formule, ok? Donc ici, 55 400, vous allez trouver une CAF à 542 578. Je vous laisse vérifier avec votre calculatrice si vous retrouvez le même montant pour la CAF. Donc, résultat net plus dotations et amortissements plus valeur nette comptable moins reprise sur amortissement moins PEAC. Très bien. Donc là, vous allez voir, quand on va appliquer la deuxième formule, on va trouver exactement le même résultat. D'accord? On n'est pas parti de la même base, mais on finit par retrouver le même résultat. Rappelez-vous, toute chose égale par ailleurs. Donc ici, formule selon la méthode soustractive. D'accord? Donc ici, c'est très simple. On va prendre le BE. OK? On va ajouter tous nos produits encaissables. OK? Et on va déduire toutes nos charges décaissables. OK? Rappelez-vous, hein, pour toutes les personnes qui ne font pas la différence, on avait dit que la différence entre une charge calculée et une charge décaissable, la charge décaissable, c'est de l'argent qui sort réellement de votre compte bancaire. C'est pour ça qu'on dit charge décaissée, d'accord? Et une charge calculée, c'est une charge qui est constatée,
mais qui n'est pas décaissé. Comme les dotations aux amortissements, quand votre camion perd de sa valeur, c'est constaté d'un point de vue comptable, mais quand votre camion perd de la valeur, il n'y a pas de l'argent qui sort de votre compte bancaire. Vous comprenez? Donc c'est ça la différence. Quand c'est décaissé, ça sort du compte bancaire, et quand c'est calculé, c'est constaté, mais ça n'a aucune répercussion sur la trésorerie. Donc ici, on va du coup faire le calcul ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, quand vos formules, elles sont claires dans vos esprits, il n'y a aucune ambiguïté et aucun risque de se tromper. Donc ici, le BE, on a vu qu'il était à 722 014. J'ai rien inventé. Le BE, on l'a calculé juste avant. Il est ici. OK? EBE 722 014. D'accord? Ensuite, on a dit on ajoute des produits encaissables. Donc les produits encaissables, c'est quoi concrètement? Donc ici, on reprend notre compte de résultat. En produits encaissables, on a ici les 128, les autres produits, d'accord? C'est des produits qu'on encaisse. Ensuite, on a ici les autres produits financiers, les intérêts. Ici, les intérêts qu'on perçoit, on les prend en compte. C'est des produits encaissables. Ensuite, on a les 14 082, les produits exceptionnels à hauteur de 14 082. D'accord? Donc ça, c'est pour tout ce qu'on encaisse. Ensuite, en termes de charges, donc déjà, on va les prendre en considération ici dans la formule. Donc, on va mettre entre parenthèses et on va additionner tous nos produits. Donc, on a dit qu'il y avait 128, ensuite, il y avait 4, ensuite, il y avait 14 082. Donc, ça, c'est tous les produits qu'on a encaissés. Ensuite, là, on va déduire toutes les charges décaissable. Donc ici, en charge décaissable, on a quoi concrètement? On a du coup les 469, ici autre charge. Ensuite, on a également les intérêts qu'on paye, donc c'est des charges décaissables, 2682. Et on a également ici les charges exceptionnelles à hauteur de 2126. Donc tout ça, on va additionner. Donc on va additionner toutes les charges, 469 plus 2682 plus 2126. Et ici, vous trouvez normalement, je vous laisse vérifier avec votre calculatrice, il y a un petit détail aussi que j'ai oublié de vous préciser dans la formule, mais aussi, il ne faut pas oublier de déduire l'IS, hein, d'accord? Parce que ça fait partie des charges décaissées, l'IS, on le paye réellement, ça sort du compte bancaire, d'accord? Donc ici, l'IS, on vous le donne, donc ici, c'est à 188 373, donc 188 373. Et là, normalement, je vous laisse calculer, vous trouvez une CAF à 542 578. C'est exactement le même montant que la première formule. Donc, juste pour vous rappeler la particularité et la différence entre les deux formules, ici, en fait, la première formule de la CAF, ici, on part pour la première formule, on part de la méthode additive, c'est le résultat net, d'accord? Alors que la deuxième formule, on part de l'EBE. Moi, j'estime que la première formule, elle est beaucoup plus simple le jour de l'examen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le résultat net, on vous le donne toujours. En fait, sur un compte de résultat, vous avez juste à reprendre le résultat net, ajouter les charges calculées, déduire les produits calculés. Par contre, la deuxième méthode, on part de l'EBE. Donc, en fait, l'EBE, c'est à vous de le calculer. Et si vous vous loupez pour le calcul de l'EBE, automatiquement votre résultat, il est faux. D'accord? On ne peut pas se rattraper. Ok. Donc c'est pour ça, si le jour de l'examen, vous avez le choix entre la méthode additive et la méthode soustractive, prenez la méthode additive. Vous prenez juste le résultat net qui figure sur le compte de résultat. Vous ajoutez vos charges calculées, donc les dotations, la VNC. Vous déduisez vos produits calculés qui comprennent les reprises et les PEAC. Et l'affaire, elle est clôturée. D'accord? Donc, pour le calcul de la CAF, ou peu importe si vous avez des questions sur les indicateurs, je vous laisse les noter sur le chat pour qu'on puisse répondre à toutes les questions et pour que ça puisse profiter à tout le monde. Donc là, c'est vraiment un sujet type examen. Et donc, en termes de subtilité, vraiment, c'est ce qui peut tomber à l'examen, c'est-à-dire bien prendre en compte ici
les produits et les charges calculées, bien faire ici la distinction entre le chiffre d'affaires net et le total des produits d'exploitation, et bien prendre en compte, bien évidemment, tous les postes qu'on vous donne. Donc là, par exemple, il n'y avait pas de participation de salariés, mais si c'était le cas, il fallait le prendre en compte. Donc voilà, bien être vigilant sur tous les postes qu'on vous donne. D'accord? Donc, est-ce que, bien évidemment, il y a une personne qui demande quelle est la différence entre la VEAC et la PEAC. Donc en fait, la VEAC, ça fait référence en fait à la valeur nette comptable ici, d'accord? Et PCEA, ça fait référence au produit d'éléments d'actifs cédés. Je vous donne un exemple concret. Si on devait vraiment se donner un exemple lié au transport, donc par exemple, vous avez un camion, ok? Vous l'avez vendu à 55 400, d'accord? Donc ça, c'est le prix de vente, le prix de cession, ok? Mais ce camion, sa VNC, d'accord, elle est à 58 050. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cédé un actif à un prix inférieur à sa valeur nette comptable. Donc ici, vous avez réalisé une moins-value. Par contre, si c'était l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que là, par exemple, votre VNC, elle est à 50 000 et que vous avez cédé votre bien à 55 400, ça sous-entend que vous avez réalisé une plus-value parce que vous avez cédé votre prix, votre bien à un prix supérieur à la valeur nette comptable. Donc, est-ce que tu comprends la différence entre les deux? Donc, en fait, la différence entre PCEA et VCEA, ça te donne soit ta plus-value, soit ta moins-value. Ensuite, pour la méthode soustractive, et effectivement, quand on dit hors exploitation, en fait, on veut dire hors post-EBE, en fait, pour éviter des doublons. Je vais te donner un exemple concret. Ici, quand on dit dans la formule soyez vigilant, quand on vous dit dans la formule de l'EBE produit encaissable, je le précise ici entre parenthèses, hors post-EBE. Et là, hors post-EBE. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Si par exemple, ici, dans le calcul, hein, vous allez vraiment comprendre la logique, vous allez dire en fait c'est évident, c'est vraiment évident. Par exemple, si là, ok, on charge décaissable, on a juste pris ici les autres charges. Vous allez me dire, oui, mais les salaires, c'est aussi des charges décaissables, les charges sociales, c'est aussi décaissable, pourquoi on ne les prend pas en compte, etc. Mais rappelez-vous, tous ces postes-là, on les a déjà pris en compte dans le calcul de l'EBE. Parce que rappelez-vous, ici, l'EBE, la formule, c'était valeur ajoutée plus subvention moins impôts et taxes moins charges de personnel. Donc si au final, vous les déduisez encore dans la formule de la CAF, il y aura un doublon. Parce qu'en fait, la CAF, ça part de l'EBE. Donc en fait, les charges de personnel ont déjà été calculées dans l'EBE. Donc c'est pour ça que je vous ai mis hors poste BE. C'est-à-dire que vous prenez toutes vos charges décaissables sans prendre en compte les postes qui ont déjà été calculés dans le BE. Parce que sinon, vous allez déduire deux fois la même chose. Est-ce que vous comprenez la subtilité quand on dit hors poste EBE? Parfait. Donc voilà, c'était vraiment une étude de cas complète sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez ici les noter en commentaire. D'accord?